ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vais faire en plusieurs étapes parce que je vais vous présenter un nouveau service de presse d'une maison d'édition toulousaine, le Luftunger Club. Vous admirez mon accent, je ne sais pas si c'est de l'anglais ou de l'allemand, je ne sais plus, qui m'a contacté il y a quelques mois pour que je chronique leur dernier numéro, à savoir le numéro 3, qui s'appelle Les Feux de la Révolte. C'est une maison d'édition qui se spécialise dans le pulp. Le pulp, c'est une littérature populaire qui est plutôt sur les genres et sous-genres de la littérature, donc les genres de l'imaginaire, policier, thriller aussi. Et c'était une publication qui était américaine, qui se faisait en feuilleton, en petit périodique. Peut-être pas des périodiques, hein, peut-être pas des journaux qui sortaient tous les jours, mais on est vraiment sur une littérature populaire qui touche vraiment le grand public et qui n'est pas chère. Et je vous mettrai un lien vers des définitions en fait de ce qu'est ce genre-là. Donc c'est un genre qui n'était pas spécialement, qui avait pas forcément bonne presse au moment où c'est sorti aux États-Unis, mais qui, on va dire, s'anoblit un petit peu maintenant. Donc, j'ai été contactée pour lire le tome 3 qui s'appelle Les Feux de la Révolte. C'est un recueil de 12 nouvelles qui était sur cette thématique-là, donc des Feux de la Révolte. Donc, je vous les présenterai une par une et je vous mettrai aussi en lien les posts que je ferai sur Instagram sur ces nouvelles-là. Voilà. Je voulais vous lire un petit mot des éditeurs sur la fin de du prologue, en fait, de la présentation de ce numéro-là. Ces 12 nouvelles ne comportent pas que du cassage de gueule jouissif, je le reconnais, loin s'en faut. Il y a aussi du sarcasme désabusé, du réalisme politique nullement contradictoire avec des univers de SF ou de fantasy. Il y a du sang et des larmes, et des choix cornéliens. Ces nouvelles prêtent aussi à réfléchir. Peut-il y avoir révolte sans sacrifice? Avons-nous vraiment les moyens de changer les choses? Les révolutionnaires sont-ils forcément mieux que les tyrans? Le risque en vaut-il la chandelle? Des questions que l'on pourrait tourner à la première personne. Serais-je prêt à sacrifier des gens au nom de mes idéaux? Suis-je vraiment une meilleure personne que ceux qui m'exploitent? Puis-je vraiment contribuer à changer le monde et comment? Et risquerais-je de tout perdre pour gagner un petit peu? Des réflexions qui me semblent essentielles mais qui n'ont de sens que si elles aboutissent à un moment ou à un autre à une forme d'action. Ils peuvent nous confisquer des casseroles, il nous reste nos briquets. Donc on est vraiment à fond dans la thématique de la révolte et la première nouvelle que j'ai lue est de Basile Lebré et s'appelle « Apportez-moi la tête de Louise Michel ». Alors là, on n'était pas sur une période historique que j'ai vraiment creusée, ce qui fait que j'ai pu être un petit peu perdue. Déjà sur la figure de Louise Michel qui... son nom ne m'est pas inconnu parce qu'il doit y avoir des rues qui le portent, mais je ne savais pas exactement qui c'était. Et dans Rapportez-moi la tête de Louise Michel, au début je me suis dit on est juste entre guillemets hein, sur une histoire de révolte, de révolution. Je situais ça vers la Révolution française, on est plutôt 100 ans après. Et c'est à l'époque de la Commune, donc à Paris, à Versailles. On est sur même la fin de la Commune qui se fait réprimer dans le sang par les Versaillais, donc je pense que c'est les royalistes. Et on a une jeune femme, probablement peut-être d'origine africaine, enfin qui a l'air d'avoir une peau noire, qui doit porter un colis sur l'ordre du conseil. C'était le conseil des communards, un conseil qui a été dissous. Donc quand elle accomplit cette mission-là, les gens qui lui ont donné les ordres n'existent peut-être déjà plus. Parce qu'il y a il y a une répression en fait de ces personnes-là. Donc on est sur quelque chose d'assez désespéré, où elle est dans les souterrains de la ville de Paris. Pas spécialement les catacombes, je sais pas, on est quasiment en fait dans un autre monde, j'ai trouvé. Et surtout, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il y avait de la bestiole. C'était assez drôle parce que en fait, je pense qu'on frôle un peu le steampunk parce que vous verrez au niveau de la chute, il y avait quelque chose autour de ça
autour du steampunk. Et il y avait quelque chose aussi de profondément fantastique ou même fantasy, parce que il y a de la bestiole dans les souterrains et qui sont a priori peut-être créées par l'homme, je sais pas trop, mais c'est de la bestiole qui pas forcément ragoûtante. Certaines sont dangereuses, peuvent vous manger, mais et tout ça, en fait, tous ces petits ingrédients ont été placés dans une histoire où une révolutionnaire, une communarde, essaye d'aller livrer son petit colis dont elle n'a aucune idée en fait elle n'a aucune idée de ce qu'elle porte. Elle sait juste qu'elle doit le livrer. Donc elle y va, elle est pleine de conviction, etc. C'est porté par une langue que j'ai vraiment appréciée. Je vous donne juste une phrase. Lorsqu'on ne peut plus revenir, on ne peut qu'avancer. Donc vous voyez, on a vraiment le côté déterminé de cette personne qui veut aller jusqu'au bout, qui ira jusqu'au bout, coûte que coûte. Et ça canarde de partout, hein. On est dans une espèce de champ de bataille, traquenard, etc. Dans les rues de Paris, les ruelles, des cours, les souterrains. C'est le bordel, ça tire de partout, il y a des bestioles. Et elle a son petit colis. Je vous en dis pas plus, c'est Apportez-moi la tête de Louise Michel de Basile Lebré. Recoucou. Alors, je risque d'être un petit peu distraite parce qu'il y a des chatons qui sont à deux doigts de se faire la guerre juste à côté de moi. Regardez, il y en a un derrière, de l'autre côté. Waouh! Je voulais vous présenter les 3 nouvelles suivantes de Loftanger Club, donc Le temps de la révolte, que j'ai lu, à savoir Quand Tankman s'éveillera d'Olivier Boile. Je pense que ça se dit comme ça. Dans mes veines bouillonne le sang du héros qui se tint seul face au char. On est sur une journaliste américaine qui est d'origine chinoise qui s'est mis dans la tête, c'est comme une obsession chez elle, de rencontrer celui qui a été appelé Tankman. Donc je ne sais pas s'il a été appelé comme ça par les Américains ou peut-être plus par les Chinois. Mais c'était cet étudiant dans une photo qui est très connue, même une vidéo courte très connue, qui se tenait seul face à des tanks qui se sont arrêtés devant lui et qui se sont écartés pour ne pas l'écraser. Alors, je ne sais plus exactement quelle est l'issue de cette scène. Donc, c'est une scène qui a pris place aussi, place Tiananmen, parce qu'il y avait un soulèvement des étudiants contre le régime en place, le régime communiste. Et donc, cette journaliste, là, on repart dans la nouvelle, la journaliste s'est mis dans la tête qu'elle voulait rencontrer cet homme-là. Parce que c'est porteur de sens pour elle et parce que elle soupçonne quelque chose chez lui que je ne vais pas vous dire. Et en fait, cette rencontre qui se déroule il me semble que c'est dans un espèce de Pékin souterrain, ça fait vraiment une atmosphère un petit peu illicite en quelque sorte. On a on a cette figure historique, une transformation de cette figure historique d'étudiant. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu, je vous le mettrai en barre d'informations, ce que j'ai pas cherché maintenant, qui est retravaillé pour en faire 30 ans plus tard, peut-être un super-héros chinois. Peut-être. Ensuite, j'ai lu une nouvelle qui était plus courte, qui s'appelle La maison de poupée de Bérénice Spera. Elle ne pleure jamais, je crois qu'elle ravale ses larmes. C'est sûrement cela que contiennent toutes ces bouteilles. Une poupée de porcelaine prend vie et s'ouvre à ce qui est autour d'elle. Donc il y a un espèce de parallèle assez intéressant entre une poupée de porcelaine en fait qui est dans sa petite maison et compagnie, qui a un regard très innocent sur ce qui se passe autour d'elle dans peut-être un grenier, je pense qu'elle est dans un grenier. Parce que sa créatrice, c'est une femme qui boit et qui fume pas mal, lui a donné vie quand elle lui a peint les yeux. Donc on a un côté très conte, un côté très vraiment du côté du merveilleux. Et est-ce qu'on va pas basculer dans bien les 2 pieds dans la boue de la réalité, avec un changement en fait d'état, autant du côté de cette poupée de porcelaine qui va évoluer que de cette femme. Alors je vous dis que
c'est une thématique qui est quand même forte, que je trouve que je vais pas vous dire de quoi ça cause. C'est parce que la nouvelle est courte, hein, donc ça serait bête de la spoiler. Mais on est sur une thématique qui est pas évidente, une thématique qui peut être pas mal traitée ces temps-ci, et qui peut être... Je pense qu'il peut y avoir en fait des clichés sur cette thématique-là, et il peut y avoir aussi des écueils. Cette nouvelle-là les évite. On n'est pas du tout dans... On n'est pas dans les clichés, on n'est pas dans on n'est pas dans les écueils. On sent que c'est une nouvelle qui est très bien écrite, très bien pensée, et que l'autrice sait vraiment où elle nous mène. Il y a un parallèle vraiment au niveau du destin de la poupée et de la femme qui est super intéressant. Très jolie plume. J'ai apprécié. Et peut-être un peu inspiré de 1984, le boom des émotions de Marianne Dos Reis. Dans un Paris futuriste, les émotions sont contrôlées par des puces intégrées sous la peau des gens, au niveau du cerveau. Quand les émotions déferlent, boum. Trois amis sont réunis dans une course contre la montre ou contre la mort. Une petite citation, on échange notre liberté contre la paix d'esprit, plus besoin de penser, de se poser des questions. Et si les émotions nous étaient quand même nécessaires? Et si penser n'était pas dangereux? Là, le truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans cette nouvelle-là. On a vraiment... on a un niveau... Déjà, vous allez apprendre en fait que tout le monde a une puce qui permet de contrôler les émotions, qui permet d'éviter le déferlement d'émotions qu'il peut y avoir parfois. Et après, plus on avance dans la nouvelle et plus on apprend qu'il y a un côté perverti entre guillemets dans dans ces puces-là parce que il y a du recueil de données au niveau d'Amélie. Amélie est citée. Et il y a également un petit peu à la... Non, c'était pas Vanilla Sky, un film avec... j'ai oublié. J'ai oublié le titre du film et j'ai oublié le nom de l'acteur, donc je vous le mettrai dans une bulle quand ça va me revenir. Où il y a une espèce de prémonition des futurs crimes. Ce qui fait que dans ce Paris, cette France futuriste, les gens qui peuvent ressentir des émotions fortes et négatives, qui peuvent faire penser qu'il va y avoir un passage à l'acte, ils vont être arrêtés. Ils vont être arrêtés sur quelque chose qui est peut-être juste quelqu'un de pas content parce qu'il est dans les bouchons. Et là, on arrive vraiment dans l'effet pervers à ce niveau-là. Et on arrive aussi dans une dimension politique où on se rend compte qu'il y a, on va dire, ceux qui gèrent l'État, enfin l'État quoi, l'administration, etc., la police, tout ça bosse en même temps pour travailler autour des puces. Mais les puces, il y a peut-être aussi quelque chose qui déconne avec. Parce que c'est quelque chose qui est assez caché, qui n'est pas dit au grand public. Mais quand les puces déconnent, les gens finissent par exploser littéralement. Donc ça fait des dégâts. Et il y a un mouvement révolutionnaire en fait qui, quelques années auparavant, disait qu'ils allaient plutôt en fait enlever les puces des gens, sauf que c'est très chaud. C'est très compliqué d'enlever les puces des gens, ce qui faisait que ils ont arrêté de le faire. Mais ils ont arrêté de le faire pour agir autrement dans la révolte. Et là, on arrive aussi à un effet pervers d'un espèce de contre-pouvoir. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je précise que moi, je n'ai jamais lu 1984 en entier. Je vais m'y atteler. Mais c'était hyper intéressant. On sent vraiment la course contre la montre avec une narration, avec des parties en fait qui sont assez longues au début et après ça se réduit parce que justement on est vraiment dans l'urgence de retrouver en fait la personne qui a une puce qui déconne, sachant qu'il y a trois copines, il y a une flic, il y a une révoltée et il y a la nana qui a la puce qui déconne, qui risque d'exploser et qui est dans un espèce de déferlement d'émotions qu'elle n'arrive plus à gérer parce que la puce ne la gère pas.
et parce que plus personne ne sait gérer ses émotions, parce que il y a quelque chose qui le fait pour eux. Donc c'était très intéressant, ça, c'est une nouvelle qui m'a un petit peu mis un petit uppercut, je vous avouerai. C'est glaçant, ça fait flipper. C'était vraiment top. Donc on se retrouve dans un prochain segment vidéo avec les 4 nouvelles suivantes. Je vous mettrai en barre d'informations les posts Instagram qui correspondent. Donc il y aura sans doute 3 posts Instagram différents qui vont correspondre aux 4 premières nouvelles, 4 nouvelles du milieu, 4 dernières nouvelles de ce tome 3 du Love Hunger Club, donc les Feux de la Révolte. Et cette vidéo, en fait, quand elle sera sortie, tous les posts Instagram seront postés. Et la campagne Ulule, surtout, sera lancée pour l'édition du 4e tome, dont j'ai oublié le titre. Mais vous avez aussi en barre d'informations le lien vers leur campagne Ulule. A tout de suite. Salut! Voici le 2e segment vidéo sur les Feux de la Révolte, le tome 3 du pulp de Love Hunger Club. Là, j'ai lu les 4 nouvelles suivantes. J'ai lu Qu'un sang impur abreuve nos citrons de Morgane Guilhem. Qu'ils mangent donc des quetchs. Quand des orques entrent en révolte contre la pénurie de citrons qui les prive de tarte au citron, voici la réponse de la reine du royaume. Un espoir sans borne, mon père m'avait toujours dit que c'était à la fois ma plus grande qualité et mon plus indécrottable défaut. Cette nouvelle m'a vraiment fait rire, devant l'absurdité de la situation et des réactions, et le décalage de nos références culturelles dans cet univers orquin. On est donc dans un univers totalement orque, on est dans un royaume orque, et visiblement parmi les orques, il y en a qui sont un petit peu moins futés que d'autres. Et ces orques-là, en fait, ils sont pas mal en colère parce que il y a pénurie de citron, donc ils n'ont plus de tarte au citron, ce qui est absolument un scandale. Et il y a un émissaire du roi, je sais plus si c'est le bon terme, il y a plusieurs émissaires en fait qui sont chargés des liens entre le royaume, entre la famille régnante et des tribus d'orques un petit peu plus éloignées, pour voir un peu comment ça va, etc. Et il y a un de ces émissaires-là qui va un petit peu titiller les orques pour faire flamber la révolte et compagnie. Donc c'est un émissaire qui est plus cultivé, on va dire plus... Enfin, il y a un sacré décalage en fait entre, on va dire, le niveau culturel de cet émissaire-là, qui même si c'est un orque, il porte des valeurs révolutionnaires, etc. Et les autres, qui sont juste chonchons parce qu'ils ont plus de tarte au citron. Mais par contre, qu'ils soient réduits en esclavage, qu'ils se fassent taper dessus, etc., rien à foutre. Mais du coup, c'était vachement drôle parce que on a un sacré décalage entre les idées révolutionnaires de l'émissaire et la manière dont les orques qui subissent l'oppression, qui subissent réellement l'oppression parce qu'ils sont réduits en esclavage, la manière dont ils portent leur révolte et sur quoi portent leur révolte. Donc j'essaye de pas en dire beaucoup plus, mais c'est vachement marrant. C'est truffé de références culturelles à notre Révolution française, et je pense que c'est truffé également de références culturelles aux Lumières, etc. Mais donc le décalage est quand même vachement drôle. C'était une très très belle nouvelle. Ensuite, un village de Noénat. Les gens ne se pressent ainsi qu'affligés d'une mauvaise nouvelle. C'est pour dire à quel point ce style est de fou. Un village recroquevillé sur lui-même, dehors des monstres, mais une visiteuse blessée parvient à franchir les frontières et se glisser dans une maison. Il existe des lieux où on ne sacrifie pas ses semblables pour protéger sa propre vie. On enferme pour se protéger ou pour se contenir. Une narration au tu comme tuer, rondement menée, un style enlevé, précis, net, incisif. Une très belle lecture. Là, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a fait penser un petit peu au village de Shyamalan. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le village qui... le village de Shyamalan, en fait, c'est pas un film à spoiler. Et on est un petit peu dans un truc comme ça. Donc, visiblement, il y a des monstres, un village qui reste dans son enceinte. Et il y a une réutilisation du trope
du sacrifice pour apaiser les monstres, pour ne pas qu'ils viennent dans le village dévorer les gens. Mais du coup, on tue. Donc on va dire que sur le plan de la moralité, tout ça... mouah. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les mœurs que personne ne s'en offusque, que personne ne s'en révolte. C'est tout à fait normal que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui se fasse buter, qui se fasse sacrifier. Et c'est sûr que la personne se fait sacrifier, enfin, meurt parce qu'on trouve des morceaux de corps après. On ne sait pas du tout quelle est cette menace à l'extérieur. On ne sait pas, je sais pas, c'est des vampires, on ne sait pas. On entend des bruits la nuit. J'ai pourtant pas l'impression qu'ils se barricadent la nuit non plus. A priori, les monstres, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a plusieurs? Ils n'ont pas l'air de rentrer dans le village spécialement. Mais est-ce qu'ils ne rentrent pas dans le village parce que on bute quelqu'un, on leur sacrifie quelqu'un qu'on ligote à la clôture? Est-ce que ce sont des loups? Est-ce que ce sont des ours? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas du tout. Et en fait, le fait de ne pas savoir quelle est cette menace, je trouve que ça la rend très efficace. Parce que je vais vous donner deux références de films. Vous allez regarder. Donc il y a le village de Shyamalan. Donc une menace à l'extérieur du village qui vient ou qui vient pas. On est dans un village qui a l'air de vivre au XVIIIe siècle à peu près, 19e. Donc pas d'électricité, pas d'eau courante, c'est de l'eau à la pompe, etc. Et un village qui est clos, des tours qui sont, pardon, des tours qui sont autour du village pour surveiller, et tout le monde pète de trouille là-dedans. Et l'autre film, si je me souviens bien du titre, c'est je crois que c'est 10 Cloverfield Lane. Donc c'est dans la série Cloverfield. Je pense que vous pouvez tout à fait regarder le film tout seul, indépendamment des autres, parce que il me semble qu'il y en a trois. J'ai dû regarder les trois, je me souviens plus. Si vous voulez, 10 Cloverfield Lane, je crois qu'il y a une nana qui se paye un accident de la route. Il y a un mec qui la ramasse. Donc, en toute logique, quand on tombe sur un accident de la route, que quelqu'un est blessé, on appelle les pompiers, on appelle les secours. Lui, non. De mémoire, il prend la nana, il la fout dans son coffre et il l'enferme dans sa cave. On se dit, ça craint quand même. Et on est sur... la nana, en fait, elle va très vite flipper. Je crois qu'il y a un autre gars qui est déjà là ou qui va arriver après. Et ils vont très vite flipper, en fait, sur ce gars-là qui a l'air quand même déséquilibré et qui a l'air un peu survivaliste, ils sont plus ou moins dans un bunker, en fait. C'est le truc hyper flippant. Et ils se demandent, en fait, est-ce que... Enfin, non, c'est pas qu'ils se demandent. Ils savent que cet homme-là est la menace, mais pour cet homme-là, la menace, elle est ailleurs. Donc on ne sait pas trop si on tombe sur un agresseur qui séquestre ou si tout ça est si tout ça est dans son imaginaire ou est-ce qu'on est dans autre chose. Donc je vous laisse là-dessus et je vous conseille ces deux films-là. Ensuite, j'ai lu La colère ne grondait point de Quentin Fourreau. Des inondations, il en avait vu tant et tant qu'il lui semblait comprendre le langage de la moisissure. Une fantaisie animalière sur fond de révolution en pleine période de Covid. C'est très étonnant. C'est décalé, c'est irrévérencieux, c'est hilarant, avec un style presque médiéval. On se retrouve en fait quasiment avec des animaux fabuleux. Alors je me trompe peut-être au niveau du champ lexical, mais pour moi je l'entends fabuleux comme venant de la fable. Donc les animaux des fables, fables de La Fontaine, etc. On a ici un blaireau, si je me trompe pas, qui a son terrier qui est régulièrement inondé, des trucs qui se cassent la figure et tout ça, des trucs qui s'effondrent. Et tous les autres habitants en fait des terriers alentours disent non mais en gros c'est très bien qu'il y ait des avaries des fois dans le terrier parce que ça forge un petit peu ton chez toi. Bref. Et, et en fait, on a un personnage de loup un petit peu bizarre, un petit peu
plus magique en fait que loup, qui vient frapper un petit peu aux portes, qui voyage de, qui voyage de terrier en terrier à la rencontre des gens. Et ce loup-là, c'est le porteur de la révolte. Et le truc qui est assez drôle, c'est l'espèce de parallèle entre cette société animalière qui vit en marge de la société humaine et qui est tout à fait au fait que bah, c'est quand même trop bizarre. Les gens ils sortent plus de chez eux parce qu'il y a une malepeste. Et c'est parti en espèce de grosse révolution. On va monter, on va défendre les humains, etc. Et ça part complètement en vrille. C'est, et en plus il y a un respect en fait de l'animal dans ce qu'il est, dans la manière dont il peut attaquer, etc. Qui est vachement drôle. c'est, c'est, non mais je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est super marrant. C'était très agréable à lire aussi. Et enfin, j'ai lu pour cette deuxième partie, la dernière nouvelle, une conjuration de Herminien Ingot. Leur doctrine prônait donc une reconnaissance officielle de l'individualité de chacun d'entre nous. Au sein d'un culte à la déesse, ceux qui servent ce culte ne sont qu'une foule indistincte, jusqu'à ce que des dissidents pensent autrement et que le courant de pensée entier se mette à changer. Là, je vous avouerai que j'étais assez déconcertée. J'ai pas eu forcément du mal à rentrer dans la nouvelle, mais je savais pas trop en fait où est-ce que l'auteur voulait m'emmener. Donc bah, j'ai lu tranquillement. Et c'était assez particulier parce que on était sur quelque chose. Je rapprocherai en fait cette histoire d'un conte philosophique où, sans dire que c'est forcément perché, inaccessible ou quelque chose comme ça, mais on est sur une fantaisie qui est moins incarnée, entre guillemets, qui est beaucoup plus philosophique, un petit peu comment dire, un peu volatile, je sais pas exactement comment exprimer la chose. Quelque chose de moins tangible en fait, quelque chose qui peut un petit peu plus échapper. Et dans ce culte à la déesse, qui est vraiment le culte à la déesse, comme on peut s'imaginer que ça pourrait survivre de nos jours, c'est un culte qui est mené par les hommes qui ne doivent en fait que vénérer cette déesse. Et ces hommes, ces disciples, sont une foule en fait. Ils ont, c'est comme s'ils étaient les éléments d'un être plus grand. Sauf que l'individualité commence à être acceptée, enfin est acceptée de manière officielle. Et ça commence à changer des choses. Parce que on est comme dans un culte, il me semble bien que de nos jours, on dit que les bonnes sœurs, par exemple, les nonnes, je sais pas exactement les bons termes, on dit qu'elles sont les épouses de Dieu, il me semble. De Dieu ou Jésus, je sais plus exactement comment on le dit, dans la religion chrétienne. Et là, on est un petit peu là-dessus, sur des hommes qui doivent vénérer, mais vénérer presque charnellement, la déesse qui a une image pariétale, tout ça. C'est super. C'est pas forcément poétique, c'est autre chose. Et sauf qu'à un moment, qu'en est-il quelque part de l'homosexualité? Ils ne vivent qu'ensemble, ces hommes. La déesse, c'est une image au mur, c'est certainement autre chose d'intangible aussi, mais qu'en est-il de l'homosexualité? Donc c'était assez particulier. Franchement, si vous voulez, j'étais pas dans le rejet de ce que me proposait l'auteur, j'étais plus dans une espèce de curiosité à me dire, mais je comprends pas ce que tu veux me dire. Et bon, du coup, j'ai relu la nouvelle et puis là, j'ai un peu plus effleuré, je pense, ce que l'auteur voulait me dire. Donc, toujours, là, je suis aux deux tiers du recueil, parce que j'ai lu 8 nouvelles sur les 12. Très bonne lecture. Franchement, je suis très contente du voyage que cela me propose. Et je trouve ça d'ailleurs intéressant aussi de faire un petit retour sur Instagram avant de revenir sur YouTube pour vous en faire un petit récap. Euh, et je fais de la même manière en fait pour l'autre recueil de nouvelles, de 54 nouvelles, La Rendez-vous avec la nuit. Et c'est
C'est vraiment hyper agréable, je trouve, comme voyage. Donc je pense que très fortement que je vais me pencher sur les autres tomes des Loftanger Club. Donc les deux précédents et celui dont la campagne Ulule est en cours. Ça se dit? Oui. Et vous aurez toutes ces informations-là en barre d'informations là-dessous. Donc à tout de suite, dans quelques jours pour moi, pour les 4 dernières nouvelles. Salut! Et bienvenue dans ce dernier segment vidéo sur les feux de la révolte du Loftanger Club. J'ai lu les 4 dernières nouvelles, à savoir Le rocher et l'épée d'Antoine Vanel. Le roi n'était pas le seul monstre du royaume. Dans un univers fantasy très fouillé, d'anciens ennemis s'allient pour renverser un roi, sauver le royaume et protéger les change-formes. La rumeur qu'il existe une épée capable de renverser un roi qui n'attend que son héros dans un rocher. C'est une nouvelle à chute. C'est une nouvelle que j'ai lue il y a quelques jours, une bonne semaine je pense. J'ai été étonnée par la qualité du world building, du lore en fait. On sent en fait que l'auteur Antoine Vanel en a sous le coude. Donc j'avais un petit peu l'impression que ça pouvait faire partie de quelque chose de plus grand, d'un roman par exemple, ou de prémices d'un roman. Je me trompe peut-être, hein, mais je trouvais que pour une nouvelle qui fait peut-être une quinzaine de pages, il y avait une certaine variété de créatures, de magie. Il y avait un world building, une histoire avec un grand H qui était vachement travaillé. Et j'ai vraiment aimé le côté aussi personnage qui était morally grey, parce que du coup, comme on était sur des personnages à la moralité douteuse, qui se sont donc unis dans une troupe un petit peu peut-être une troupe un peu improbable, parce que ce sont des espèces différentes qui pratiquent la magie différemment. Il y a des gens qui pouvaient être proches de ce roi, d'autres qui étaient du peuple mais qui étaient plus des ennemis. Et ça fait en fait une alliance un peu improbable. Et on se dit, bon bah ils vont aller péter la tronche, ils vont aller péter la tronche du roi, ils vont aller le destituer. C'est la mission, c'est ce qui est prévu. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que là en fait on est vraiment sur une nouvelle à chute, donc autant vous dire que moi j'ai été surprise. Je pensais qu'on allait avoir un truc un petit peu à la Seigneur des Anneaux, qu'on allait être parmi des gens du côté du bien, par exemple, parce que c'est le cas, hein, dans le Seigneur des Anneaux, les personnages de point de vue qu'on suit sont des personnages qui sont du côté du bien, même s'il peut y avoir des bascules pour certains parce que ils sont plus faibles. Mais là, je me suis dit que peut-être, et je vous dirai pas si oui ou non. Mais c'est une nouvelle que j'ai vraiment aimée, une très jolie plume aussi, et qui brassait aussi des mythologies, enfin des mythes ou des contes, des thématiques, des schémas qui vont vous être familiers, mais qui sont brassés en fait d'une autre manière parce que c'est inclus de manière très cohérente très organique dans le texte. Et c'est une très belle lecture. J'ai lu ensuite Les mécas ne pleurent pas de Aude Lapadu-Argue. Donc je pense que ça se prononce comme ça. Je ne suis qu'un vendeur de rêves. Dans un Japon futuriste, les mécas, donc les bleus pour les tâches courantes, les rouges qui ont l'apparence de certaines personnes précises, servent les humains. Akai vit une journée comme les autres, ses actions programmées, mais une erreur la fait dysfonctionner et lui donne un certain libre arbitre. La violence est humaine, les représailles seront mécas. J'ai adoré. J'ai adoré cette nouvelle. Ça m'a fait penser un petit peu à... je crois que ça s'appelle la légende du renard à 9 queues, qui est dans une des saisons de Love, Death and Robots, qui est un cycle de... Enfin, une anthologie de plusieurs courts-métrages d'animation qui est sur Netflix. Faut vraiment la regarder, cette série-là. Là, il y en a vraiment pour tout le monde. On est surtout sur de l'imaginaire, donc SF, fantastique, fantasy. Surtout, enfin, il y a quand même une grosse coloration SF. Ça peut être assez trashou, ça peut être très drôle aussi. Ça va de 2 à 17 minutes de mémoire. Il y en a pour tout le monde, allez-y. Et donc Les mécas ne pleurent pas m'a fait penser à un de ces
un de ses courts-métrages sur le renard à 9 queues. Il y avait une histoire de vengeance et de cyber, en fait, comment on appelle ça? De robots, de robots. Et là, on est un petit peu sur une espèce de soulèvement parce que Akai va vivre ce fameux dysfonctionnement qui fait que euh, elle va sortir de sa fonction. Sa fonction, en fait, c'est que elle a l'apparence d'une geisha. Et la vraie femme humaine dont elle a l'apparence se contente de chanter, servir le thé, danser, etc. Akai, elle participe aux activités les plus charnelles dans, je sais plus exactement comment ça s'appelle, le lieu où sont les geishas, donc on est sur de la prostitution, clairement. Et Akai, elle a même un programme simulation, etc. Et si vous voulez, il y a un moment où ça la rebute. On est sur des robots, je précise, hein, mais on est sur des robots qui vont commencer à dysfonctionner pour une très bonne raison. Et qui vont du coup se soulever. C'est une nouvelle qui était pleine d'espoir, qui était également pleine d'amertume, d'une certaine tristesse. Moi, franchement, elle m'a un petit peu retourné le cœur. Et c'est vraiment une très jolie plume, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ce mélange de genres aussi entre un Japon qui est peut-être où il y a encore des survivances de traditions qui sont très anciennes comme les geishas et où on a un truc qui est ultra futuriste mais qui est déjà je pense très futuriste dans le Japon d'aujourd'hui mais bon là encore plus parce qu'on est dans de la robotisation où en gros les tâches, enfin les métiers dont personne ne veut, ce sont des robots qui s'y collent. Donc il y a des robots, les robots bleus là qui vendent des nouilles dans la rue. Il y a des robots bleus qui, qui balayent les rues, etc. Où elle, enfin Akai est une robot, on va dire de la haute parce qu'elle a l'apparence de quelqu'un qui existe. Et ces robots qui sont rouges, ce sont des personnes en fait qui ont un certain salaire, enfin qui ont un certain niveau de vie, qui vont mettre de côté de l'argent pour pouvoir se payer un cyborg qui prend leur apparence et qui va prendre certaines de leurs tâches, voire même travailler à leur place et eux, ils se la coulent douce. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, enfin, pourtant, je suis pas spécialement robot, mais toutes les thématiques qui étaient traitées, je trouve que ça fait, ça inspire, voilà, ça inspire. Ensuite, j'ai lu, très drôle, Le Congrès des exorcistes perdus de Michael Rochois, si ça se dit comme ça. Il est nécromancien, il a vaincu la mort, et il souhaite en avertir le monde entier. Il se rend donc à un congrès scientifique dans un château solitaire au plein cœur d'une île déserte, et espère devenir célèbre. Mais c'est sans compter ses concurrents et les questions essentielles. Pour ou contre le cannibalisme? Les fantômes ont-ils le droit d'exister? Les congrès ont-ils une utilité? Alors là, on est sur un truc, ça faisait penser peut-être un peu à du steampunk, vous voyez, quelque chose un peu 19e siècle. Un peu 19e siècle avec des mythes un peu savants fous. On se retrouve un peu à un congrès de savants fous, si vous voulez. Et il y a un truc qui est très drôle parce que je me demande si l'auteur, c'est pas quelqu'un qui a déjà participé à des congrès de ce genre, soit en tant qu'exposant, en tant que conférencier, ou en tant que visiteur, parce qu'il y avait une manière de décrire ces congrès, leur organisation, qui faisait très réel, si vous voulez. Et c'était pour moi une façon de s'en moquer. Parce que il y a plusieurs endroits en fait dans ce congrès-là. Et donc c'est un congrès déjà où les dirigeants du pays ne viennent pas. Ils s'excusent de ne pas venir. Ils viendront peut-être à la fin ou hop, on viendra peut-être l'année prochaine. Donc c'est un congrès en fait où tout le monde s'en fout un peu. Et ça a l'air d'être un petit peu quand même des vacances où des gens se rencontrent autour de conférences. Pas de bol pour notre charmant pour l'homme qui a battu la mort, parce que lui, il a juste fait un super petit poster, et il a collé son petit poster avec sa petite patte à fixe dans une aile lointaine du château, qui est
à peine visité par des gens qui ont envie de pisser ou par un fantôme, parce qu'il faut bien qu'il s'occupe aussi, parce qu'il est là tout le temps. Et donc, bah, il se dit, mais merde, j'ai quand même, j'ai vaincu la mort, quoi, c'est super important. Et on lui pose du coup des questions, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez vaincu la mort? Donc on frôle l'absurde sur certaines choses c'est super marrant. Et donc à un moment, il veut montrer, enfin, il voulait que quelqu'un s'intéresse à son travail et à son poster. Personne n'est venu, donc il a pris un petit peu les grands moyens. Ce qui fait que les gens sont un petit peu embarrassés, on se dit, mais en fait, on en fait quoi là des gens qui étaient enterrés et qui le sont plus? Voilà! J'ai lu ensuite Milkomeda, club de Marie Thorne. Dans un bordel, disons-le comme c'est, hein, où diverses races extraterrestres travaillent, le tenancier tente de joindre les deux bouts. Mais les descentes de police et un mouvement de révolte d'extraterrestres, souhaitant défendre leurs droits, viennent mettre en danger son commerce. Une très mauvaise journée pour le propriétaire du bordel, en somme. On a un bonhomme qui a un bordel qui... On sent que c'est un petit peu la galère sur le plan financier. Les prostituées EES, donc qui ont l'air exclusivement femmes, féminines, femelles, je sais pas trop exactement, sont toutes exclusivement extraterrestres. Et c'est pas des extraterrestres où deux bras, deux jambes, une tête et éventuellement une petite couleur bleutée. Non, là on va être sur des choses qui ressemblent à des poulpes, à des insectes, à des blobs et enfin à des choses qui ne sont pas du tout proches de ce que on peut être. On, on est sur carrément autre chose. On a le côté quand même un petit peu glauque du tenancier de bordel. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle. Enfin, tenancier de bordel qui couche avec ses filles. Enfin, ses filles, les filles qui bossent pour lui. Le, Ouais, on est sur un bonhomme qui exploite des femmes, hein, grosso modo. Femmes extraterrestres, hein, on n'est pas sur des femmes humaines. Et bah, il lui arrive pas mal de tuiles, parce que déjà, il y a une descente de police. Parce qu'ensuite, ben, il y a des histoires de livraison aussi qui se font pas, des trucs de genre, plein de petites contrariétés. Jusqu'au moment où il y a une manif et en fait la moitié de ses filles, enfin ça pète. Ça pète au niveau de son bordel donc c'est un petit peu compliqué. Et quelque chose qui est assez touchant aussi c'est qu'on a on a un des personnages, enfin une des filles qui travaille pour lui qui va s'ouvrir en fait à lui. On sent qu'elle est amoureuse. Et on sent qu'elle va lui faire goûter forcément à d'autres formes de sexualité parce qu'on est sur des gens, on est sur des filles extraterrestres qui n'ont pas un corps humain. Donc c'est autre chose. Et là, elle a envie en fait de monter en termes de niveau parce que elle l'a choisi. Et on a un côté donc qui est très crade terre à terre, exploitation féminine, et un autre côté qui est tout doux par cette jeune femme-là. Et le contraste était quand même vachement bien. C'est aussi une lecture que j'ai bien aimée. Et avec un personnage qu'on on a du mal à avoir de la sympathie pour lui, le tenancier, parce que c'est un con, quoi. Mais quelque part, on se dit, oh, enfin, on l'aime bien, mais un tout petit peu. Il n'est pas très recommandable, mais on l'aime bien un tout petit peu. C'est une très jolie nouvelle aussi. Oh, je pensais qu'il m'en restait encore. Oh non. Et bah c'est comme ça du coup que j'achève la lecture des Feux de la Révolte du Left Hunger Club. Je remercie vraiment la maison d'édition de m'avoir fait confiance et je m'excuse du retard parce que j'avais prévu initialement de poster cette vidéo quand la campagne Ulule serait lancée, sauf que la campagne Ulule vient de s'arrêter. Je me suis un petit peu fait déborder par ma formation qui est en train de prendre fin et par les passages de mes certifs, donc parce que je suis en train de devenir correctrice, donc lectrice correctrice pour bosser dans l'édition. Et bah, du coup, je me suis un petit peu fait déborder en termes de temps.
Donc je m'excuse, mais je vous conseille très fort, si ça vous intéresse, d'aller regarder leur site internet. Je vais quand même mettre leur campagne Ulule, leur chaîne YouTube, leur compte Instagram. Ils ont un compte aussi sur Twitch. Ils sont super actifs au niveau réseaux sociaux, je trouve, et je suis en train de commencer à regarder ce qu'ils font sur YouTube. Je trouve ça très intéressant. Donc allez jeter un œil si ça vous dit. Et moi, je pense que je vais me faire une petite commande, un de ces quatre. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Lisez tout plein, rêvez tout grand et allez lire du pulp. Salut!